Le silence s'installe dans la salle d'audience lorsque le marteau du juge frappe le bloc de bois. Assise, menottée, Jeanne Rigaud, 70 ans, ancienne infirmière militaire décorée de la guerre d'Indochine, attend le verdict du jury. Dehors, les cris des manifestants résonnent dans les rues pavées de Montellac, une ville du Sud réputée pour sa politesse, mais souvent prompte à confondre silence et justice. Ce que personne ne sait, c'est que dans moins de 15 minutes, un hélicoptère militaire se posera sur la pelouse du tribunal, transportant le général Augustin Morel, le seul homme capable de révéler une vérité enterrée depuis 50 ans. Mais arrivera-t-il à temps pour empêcher l'injustice la plus terrible de la vie de Jeanne? 3 semaines plus tôt, Jeanne était assise dans la banquette numéro 4 du Café des Tilleuls, sur la rue Saint-Just, les mains entourant une tasse ébréchée de café noir. Son chapeau posé soigneusement à côté de son sac. Sa colonne vertébrale, toujours droite malgré l'arthrose, imposait une autorité tranquille. Ancienne infirmière de terrain et professeure d'histoire à la retraite, elle suivait cette routine depuis plus de 10 ans. Arrivée avant l'aube, prière silencieuse sur son repas, puis lecture complète du journal de Montellac. Ce matin-là, le café était presque vide, à l'exception de 2 agents d'entretien et d'un vieux couple. À 6h22, la porte s'ouvrit en laissant entrer une bouffée d'air humide. 3 adolescents blancs pénétrèrent en riant trop fort, parfumés à l'alcool de la veille. En tête, Bastien Lemaître, étudiant en première année, veste universitaire sur le dos. Suivaient Thomas Delorme et Hugo Chevalier, fils des familles les plus influentes de la ville. Bastien jeta un regard à Jeanne. « Regardez-moi cette vieille noire qui prend de la place comme si elle était chez elle, dit-il assez fort pour être entendu. Elle doit être là depuis la semaine dernière avec son seul café. » Jeanne tourna la page de son journal, le visage impassible. Les autres clients gardèrent les yeux baissés. « Je dis juste, » ajouta Thomas, s'affalant dans une banquette, « que mon père dit que ces gens-là vivent de nos impôts. Probablement une militante qui voit du racisme partout. » Jeanne replia son journal et leva les yeux calmement. « Messieurs, dit-elle avec la dignité d'une femme qui a connu la souffrance, je ne cherche pas d'ennui. Si vous pouviez baisser un peu le ton, cela permettrait à chacun de profiter de son petit déjeuner. » Bastien sourit narquoisement. « Vous avez entendu ça? La vieille vient de nous engueuler. Elle nous menace, la vétérane. » Hugo se leva théâtralement. « Elle devient agressive, elle a ce regard de folle. » Il sortit son téléphone. « Appelez les flics. Ça va mal tourner. » Derrière le comptoir, Aline Ferreira, serveuse de longue date, s'approcha. « Ce n'est pas ce qui s'est passé, dit-elle. Madame Rigaud vous a juste demandé de faire preuve de respect. Vous étiez bruyant et irrespectueux. » Mais Bastien avait déjà composé le 17. « Oui, nous sommes menacés par une vieille femme agressive au Café des Tilleuls. Elle a dit qu'elle savait blesser les gens. Elle semble dangereuse. » Jeanne sentit le même froid dans son ventre qu'en 1969, lorsqu'elle avait vu son hélicoptère s'écraser près de Hué. Pas de peur, juste une reconnaissance glaciale. Quelques minutes plus tard, 2 voitures de police s'arrêtèrent en trombe. Les agents Gérard Mony et Claire Roux entrèrent rapidement, scrutant les visages. Leurs regards se posèrent sur Jeanne, la seule personne noire dans le café. « C'est elle, » déclara Bastien. « Elle a dit qu'elle était entraînée à tuer. Elle nous a menacés. » Jeanne resta immobile, les mains bien visibles sur la table. « Messieurs, dit-elle, je leur ai simplement demandé de faire moins de bruit. C'est tout. »« Levez-vous, madame. Main derrière le dos, » ordonna l'agent Mony. « Vous êtes en état d'arrestation pour menace terroriste et trouble à l'ordre public. »« C'est absurde, » s'insurgea Aline. « Elle n'a rien menacé du tout. »« Reculez, madame, » répondit sèchement l'agent Roux. « Nous avons plusieurs témoins. » Jeanne se leva lentement, les genoux raides. Les menottes mordirent ses poignets tandis qu'on l'emmenait. Son sac et son livre de prière tombèrent au sol, ce dernier s'ouvrant sur un verset qu'elle avait récité des centaines de fois en soignant des blessés sous le feu ennemi. Le trajet jusqu'au commissariat dura 10 minutes. Assise à l'arrière du véhicule, elle se tint droite, refusant de paraître vaincue. À l'enregistrement, sa médaille militaire et sa croix de guerre furent inventoriées comme de simples babioles. Son alliance, fine après 47 ans de mariage,
fut retiré sans un mot. Ce soir-là, les nouvelles locales commencèrent par l'affaire. Une vétérane menace des adolescents dans un café local. Sa photo d'identité judiciaire fut diffusée à côté des portraits souriants de Bastien, Thomas et Hugo en toge de diplômés. Les journalistes la qualifièrent d'instable, traumatisée et potentiellement dangereuse. La communauté qui l'appelait autrefois Madame Jeanne se mit à chuchoter. Le pasteur de son église, Saint-Michel, suggéra à sa fille Claire qu'il valait mieux que Jeanne évite la messe pendant quelque temps. Les appels de ses anciens élèves cessèrent. Lors de la comparution initiale, son avocate commise d'office, Camille Duret, n'avait même pas eu le temps de lire le dossier en entier. « Le procureur vise la peine maximale, dit-elle. Il affirme que vous avez utilisé votre expérience militaire pour intimider des civils. » « Je ne peux pas parler de mon service ?» demanda Jeanne. « Ils disent que ça n'a aucun rapport avec ce qui s'est passé dans le café. » Camille hocha tristement la tête. Le procureur, Pascal Verdier, était candidat au poste de procureur général. Il avait fait de l'affaire Jeanne un exemple. « Personne n'est au-dessus des lois, pas même les anciens soldats », déclara-t-il aux journalistes. Le procès fut un cirque. Le juge Arnaud Collin, connu pour sa sévérité, dirigeait les débats. Le jury, composé de 10 blancs, une femme d'origine algérienne et un agent d'entretien noir de l'hôtel de ville, écouta Bastien témoigner. « Elle nous a regardés comme des ennemis, dit-il, la voix tremblante. Elle a dit qu'elle pouvait nous faire disparaître. » Jeanne secoua doucement la tête, mais garda le silence. Lorsque Aline vint témoigner du comportement des garçons, Verdier insinua des doutes sur ses papiers. « Madame Ferreira, avez-vous un titre de séjour en règle ?» Camille protesta. Mais le mal était fait. Le 3e jour, la santé de Jeanne déclinait. Ses douleurs la forçaient à s'agripper au banc. Camille tenta d'introduire son dossier militaire, des lettres de soldats sauvés, des témoignages de bravoure. « Non recevable », trancha le juge Collin. Le procès concerne le 9 mars, pas la guerre d'Indochine. Claire, sa fille, observait depuis les bancs du fond avec son fils Malik, silencieux et furieux. « À l'école, ils disent que mamie est une terroriste, murmura-t-il. Claire lui serra la main. Elle a survécu à pire. Elle l'espérait. Au 5e jour, le jury délibéra moins de 2 heures. Coupable sur les 2 chefs d'accusation. Jeanne ne broncha pas. Son regard se posa sur un papier plié qu'Aline lui avait discrètement passé ce matin-là, une prière recopiée en espagnol et en français. Claire pleura, tandis que le marteau tombait. Verdier serra les mains des journalistes. « Justice a été rendue, » déclara-t-il. Jeanne fut transférée à la prison pour femmes de Montellac-Nord, bâtiment austère aux murs de briques rouges et grillages rouillés. L'air y sentait l'eau de javel et le métal. Elle était la plus âgée de toutes. Les gardiennes ne savaient qu'en faire. Polie, méthodique, toujours droite dans sa démarche fatiguée, elle tenait sa couche impeccable, saluait d'un hochement digne. Au début, les plus jeunes la regardèrent avec méfiance. Mais les murmures commencèrent. « C'est Madame Rigaud. Elle était infirmière de guerre. Ils l'ont enfermée pour avoir parlé à 3 gosses riches. » La légende grandit. Bientôt, les détenus les plus durs lui cédèrent leur siège. Certaines l'appelèrent Mamie Courage, d'autres simplement Madame. Elle ne demandait pas de courrier, mais il arriva. D'abord quelques lettres, écrites à la main, puis des dizaines, puis des centaines, de bases militaires lointaines, d'hôpitaux, de maisons poussiéreuses où des vieillards gardaient des photos de leur jeunesse dans des boîtes à biscuits. Une lettre disait « Vous m'avez recousu en 72 près de Laobao. Je ne vous ai jamais oublié. » Une autre « Mon père parlait toujours de vous. Il a pleuré en apprenant votre arrestation. » Un jour, une enveloppe arriva, scellée aux armes de l'armée française. L'écriture était ferme. À l'intérieur, 12 mots sur un papier épais. « Je vous dois la vie. Il est temps de payer ma dette. Augustin Morel. » Ce nom fit frissonner Jeanne. Elle ne l'avait plus entendu depuis des décennies. Morel, désormais général à la retraite, était un jeune médecin lorsqu'elle l'avait sauvé lui et 17 autres en 1972, sous une pluie de feu. Elle avait transformé un moulin en ruine en hôpital de fortune. Sa citation pour la Légion d'honneur avait disparu dans les méandres administratifs. Morel avait passé 1 an à rassembler preuves, témoignages, archives. 10 mois après la condamnation,
un hélicoptère militaire atterrit devant le tribunal. Morel en descendit, costume sombre, médaille brillante, casque de combat usé à la main. Il était accompagné d'avocats, d'historiens et de journalistes. Il brandit les documents. Lettres officielles, cartes annotées de la main de Jeanne, déclaration pour médaille jamais remise. Le silence s'imposa. Même le juge Collin détourna le regard. Bastien craqua sous immunité. « On a menti, avoua-t-il. Elle ne nous a jamais menacés. Elle nous a traités comme des gamins. On s'est vexé. » Le procès fut annulé, le dossier classé. Jeanne sortit libre. Claire courut vers elle. À ses côtés, Aline, Camille, Morel, des anciens soldats, une foule portant des drapeaux. Jeanne leva la main et salua le ciel, non pas pour le public, mais pour les âmes qu'elle n'avait jamais oubliées. Des mois plus tard, dans le salon doré de l'Élysée, le président Emmanuel Gervais lut lentement, sa voix solennelle, brisant le silence lourd de solennité. « Infirmière Jeanne Rigaud, vous avez servi avec honneur. Aujourd'hui, la République vous rend justice. » Il marqua une pause, ses yeux cherchant les siens, puis s'approcha avec respect. L'assistance retenait son souffle. La médaille était lourde, forgée dans l'or et la mémoire. Elle brillait un instant dans la lumière des lustres anciens, comme si elle portait le poids de décennies d'oubli. Lorsqu'il passa la médaille autour du cou de Jeanne, le silence se rompit en un tonnerre d'applaudissements. Les caméras captèrent l'instant. Jeanne, droite malgré les douleurs de l'âge, leva la main pour saluer. Ses doigts tremblaient, mais son regard était ferme, inébranlable. Une larme coula sur sa joue ridée, la seule qu'elle permit. Dans la foule, d'anciens combattants portaient leur uniforme avec fierté. Certains avaient combattu avec elle ou avaient été soignés par elle. Leurs visages marqués se transformèrent à la vue de Jeanne. « Elle est enfin reconnue », murmura l'un. Il était temps. Le président se tourna vers les caméras. « Ce que nous réparons aujourd'hui n'est pas seulement une injustice militaire, mais une blessure morale à notre nation. Pendant trop longtemps, les actes héroïques de certaines femmes ont été tus, étouffés, effacés. Aujourd'hui, nous disons non. » Jeanne ferma les yeux un instant. Elle revit les jungles moites du Vietnam, les cris de douleur, les mains couvertes de sang, la lumière des torches improvisées dans des abris de fortune. Elle entendit les voix de ceux qu'elle n'avait pas pu sauver et celles de ceux qu'elle avait ramenés à la vie contre toute attente. Elle pensa à ses camarades tombés dans l'oubli, aux dossiers classés sans suite, aux décorations jamais envoyées. La foule se leva en une ovation debout. Des jeunes, des vieux, des civils, des militaires. Tous debout pour Jeanne Rigaud. Une photo prise à ce moment précis, Jeanne la main levée, le visage levé vers le ciel, le ruban tricolore autour du cou, devint virale en quelques heures. Les médias l'appelèrent la sentinelle oubliée. Les écoles parlèrent d'elle. Des documentaires furent lancés. Le ministère de la Défense fit réexaminer des centaines de cas similaires. Le lendemain, à la une de la Tribune républicaine, une double page lui était dédiée. La France découvre Jeanne Rigaud. À l'intérieur, un long article retraçait son parcours, ses batailles, son incarcération injuste et son triomphe tardif. L'éditorial concluait par ces mots. Certains combats prennent une vie entière. Jeanne Rigaud les a tous gagnés. Dans son quartier natal de Clermont-Bellevoie, des enfants vinrent déposer des fleurs sur les marches de la vieille maison où elle avait grandi. Une pétition fut lancée pour renommer le centre médical municipal en son honneur. Elle reçut plus de 100 000 signatures en 3 jours. Mais Jeanne, fidèle à elle-même, retourna au café des Tilleuls. Elle y entra discrètement, comme si rien n'avait changé. Le propriétaire, M. Leclerc, la vit et éteignit la radio. « Votre table est prête, Madame Rigaud. » Elle sourit. « Banquette numéro 4. Toujours là. Un coussin neuf avait été installé. Le café était un peu plus fort qu'à son habitude. Lorsqu'elle s'assit, elle remarqua la petite plaque brillante vissée au mur de bois poli. À Jeanne Rigaud, guérisseuse, combattante, mémoire vivante.